Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jacques Cardoz. Et on ne peut être que d'accord avec votre combat, Frédéric Masquelier. Bonjour, soyez le bienvenu dans le studio de Sud Radio. Merci de nous rendre visite. Vous êtes maire de Saint-Raphaël, mais vous avez ce combat, c'est d'essayer de lutter contre cette bureaucratie, contre ce poids de la bureaucratie. Et vous sortez ce livre qui s'appelle Anatomie de la bureaucratie aux éditions du Cerf, hein, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et j'ai envie de vous poser une première question. Aujourd'hui, le citoyen se réduit désormais à un simple dossier, à un simple score, à un simple risque. C'est ce que vous dites dans votre livre, c'est bien ça ? Ben oui, et c'était d'avoir une réflexion, de se demander pourquoi. Parce que finalement, nous subissons ce système, nous passons notre temps à remplir des formulaires, à attendre des autorisations, à être contrôlés. On voit que l'action publique est ralentie. On voit aujourd'hui qu'on a un État qui coûte très cher et on a des services qui ne sont pas forcément efficaces. Et pour les gens, c'est insupportable parfois de devoir remplir, de se placer devant son ordinateur et de se dire il va falloir que je rentre dans un univers kafkaïen où je vais passer, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, 1 heure, 2 heures, 3 heures à remplir. Alors, parfois c'est très facile, faut reconnaître. Hein. Parfois c'est très facile, c'est très bien fait. D'autres fois les portails sont absolument horribles. Il y a des gens qui, moi je comprends qu'on puisse même développer des pathologies face à ça, vous voyez. Tout à fait, des phobies. Vous en aviez même un ministre qui avait été victime il y a quelques années de cela. Mais il faut comprendre encore une fois pourquoi. Parce que ça s'est construit à travers le temps. On a toujours eu de l'administration depuis les scribes égyptiens, mais on voit cette année, depuis quelques années, une accélération et notamment à travers les normes qui se multiplient sans cesse. Et la question qu'on peut se poser, donc c'est qui est derrière, quels sont les intérêts, comment pouvoir les arrêter et surtout comment simplifier. Oui, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. C'est d'abord commençons par la question la plus simple, c'est que en passant à l'internet et à le fait de remplir ces dossiers en ligne, on nous promettait que ce serait beaucoup plus simple. Et en fait, non, ça n'est pas plus simple. Ben non, on nous parle de simplification, mais comme on n'y a pas réfléchi, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Ce n'est pas de supprimer quelques textes ou de supprimer quelques agences qui changent quoi que ce soit. Dans la mesure où la logique même du système est de toujours produire plus de normes, d'avoir également toujours plus de contrôle, et donc supprimer une agence pour la remplacer par un texte, ça ne change strictement rien en pratique. Ouais, mais avant même de parler de simplification administrative, première question, pourquoi c'est aussi complexe lorsqu'on remplit un dossier sur Internet, si vous voulez, pourquoi vous avez, je sais pas moi, des dossiers aussi riches, avec autant d'occurrences, autant de cases à remplir. Il y a des gens pour qui c'est tout simplement complexe parce qu'ils vivent pas, si vous voulez, dans le monde informatique. C'est pas pour quelqu'un dont c'est le métier et qui fait ça toute la journée. Peut-être que pour lui c'est fluide, mais il y a des gens pour qui c'est pas fluide du tout. Non, parce que c'est la logique de l'administration. On ne veut rien oublier. On ne veut surtout pas être pris à défaut. Derrière chaque norme, vous avez des intérêts. Et donc, même pour des dossiers qui sont relativement simples, vous vous retrouvez avec des demandes complexes et c'est ce que nos concitoyens ne comprennent pas. Alors, vous expliquez dans votre livre, et c'est très intéressant, que tous les secteurs sont touchés. Oui. On est d'accord, hein, police, santé, justice, éducation, écologie. Tout s'automatise, c'est comme ça que vous vous posez la question. Et il y a des domaines dans lesquels c'est encore plus kafkaïen que dans d'autres. L'écologie qui est un bon principe auquel on adhère évidemment tous, mais où nous nous retrouvons, et je vois c'est ma réalité de maire, avec des dossiers qui sont d'une complexité absolue, où pour un lézard ou une libellule, on va vous freiner des projets d'intérêt public comme la construction de barrages, on va vous demander des mesures compensatoires qui coûtent plus cher que le projet, et puis que rien n'arrête, et même lorsqu'on s'adresse à des niveaux de préfet, et bien de manière impuissante, il nous dit mais c'est comme ça, ce sont les textes, etc. Et personne n'ose rien dire de peur d'être pris à défaut. Ouais. Et l'écologie, c'est quelque chose qui, le traitement de l'écologie à travers les ordinateurs et à travers ces normes que vous nous racontez, c'est ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui.
Évidemment, puisqu'on ne fait pas confiance, et puis on a des règles uniformes partout. La question de la submersion marine, où on voit aussi apparaître de plus en plus de normes lorsque vous habitez à côté du littoral, on va vous appliquer les mêmes règles pour les plages normandes que pour les plages méditerranéennes, alors que la problématique n'est absolument pas la même. Et c'est comme ça pour chacune des approches. On multiplie aussi les commissions nationales, parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'une commission locale puisse être trop favorable à une position prise par un maire. Donc on éloigne également la décision du citoyen et on l'éloigne de l'endroit où elle va être appliquée. Et donc c'est ce système qui se complexifie de plus en plus, qui devient absurde et totalement kafkaïen. Alors il y a un autre aspect dans votre livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'aspect de l'éducation. Vous dites que pour assurer ce pilotage, là je parle d'un hôpital, de la façon dont fonctionne un hôpital, vous nous dites que les aides-soignants, infirmiers et médecins sont obligés de consacrer une part de leur journée à archiver, à documenter, à cocher des cases. En 2021, vous racontez cette étude menée au CHU de Bordeaux qui révélait qu'un médecin hospitalier passait en moyenne 6 heures sur ses 11 heures de travail quotidien à des tâches administratives. 6 sur 11, c'est plus que la moitié de son temps. Moi, j'ai envie qu'un médecin, il soit avec un patient de A à Z. J'ai pas envie qu'il soit en train de cocher des cases dans un bureau. Non, mais vous savez quoi ? C'est incroyable ce que vous écrivez, parce que quand les auditeurs vous appellent et que vous connaissez pas bien un domaine, vous vous dites, bon, c'est son sentiment, il est peut-être un peu grossi, etc. Mais là, vous faites une étude clinique et vous nous dites, un médecin hospitalier passe 6 heures sur des tâches quotidiennes administratives au lieu d'être au chevet des patients. C'est dingue. Ah oui, parce qu'il doit justifier ce qu'il fait, il doit être conforme au budget qu'on lui donne, et on l'a vu pendant le Covid, vous avez un taux de bureaucratisation dans les hôpitaux qui est de 6 points plus important qu'en Allemagne. Pourtant, il me semble que les hôpitaux fonctionnent très bien en Allemagne, mais c'est encore cette logique du système où on ne va pas faire confiance aux médecins, et donc comme on ne nous fait pas confiance, on va lui demander de tout justifier. Vous avez de multiples, puisque c'est comme ça que fonctionne l'administration, avec des cases à remplir, avec des cotations, puisqu'on rentre dans cette logique, et comme on va de plus en plus dans des logiques également algorithmiques, l'algorithme fonctionne avec les nombres, et donc il convient à chaque fois de justifier très précisément chacun des actes avec des nomenclatures qui sont discutées et qui s'imposent également aux médecins, et donc ça explique que le médecin peut passer autant de temps à remplir des formulaires qu'à exercer son art. C'est très très intéressant, Frédéric Masquelier, ce livre et votre réflexion, parce que vous savez quoi ? Je crois qu'on est arraisonné par la technique. On nous avait promis que l'informatique, enfin moi je me souviens très bien du passage à l'internet, l'informatique, mais vous allez voir, c'est la simplification, tout sera beaucoup plus simple, etc. Peut-être d'une certaine façon, mais pas pour tout le monde. Et vous l'évoquez dans votre livre. Alors justement, on va y revenir, parce que encore une fois, quand les auditeurs nous disent que dans les hôpitaux, ça ne parle que d'économie et de recettes, ils ont raison, et vous avez fait un travail clinique, vous avez fait des études très précises sur le fonctionnement de cette bureaucratie et de cet arraisonnement par la technique, j'ai envie de dire, et par l'informatique, et c'est absolument insupportable. On en parle juste après ça. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jacques Cardoz. On vient d'entendre Frédéric Masquelier qui vient d'écrire ce livre Anatomie de la bureaucratie. Je suis sûr que ça vous parle. On a tous le sentiment d'être arraisonnés par la technique et par la bureaucratie. On nous avait promis une simplification administrative, ça ne marche pas. Et vous, Frédéric Masquelier, vous avez fait cette anatomie à l'aide de différentes études. L'une d'elles m'a profondément choqué. Un médecin hospitalier, écoutez ça, passe en moyenne 6 heures sur ses 11 de travail quotidien à des tâches administratives, à cocher des cases dans un bureau. Pourquoi on est arraisonné par la technique ? Pourquoi cette révolution numérique n'a pas fonctionné ? Parce qu'on est passé d'une bureaucratie, on l'est toujours, d'une bureaucratie inefficace à une bureaucratie efficace. Mais on oublie que ça reste une bureaucratie. C'est-à-dire efficace, pas pour tout le monde.
Efficace dans son pour les résultats, peut-être. Dans son fonctionnement en elle-même, effectivement. Mais on a des décisions qui se prennent toujours en haut. C'est cloisonné. D'ailleurs, la logique des algorithmes est également une logique où vous avez des cloisons, mais cette fois-ci, ce sont des cloisons informatiques qui existent, un système irresponsable, parce que quand vous avez un algorithme, vous allez vous plaindre auprès de qui? La seule chose qui a changé, c'est la vitesse, où effectivement, derrière aujourd'hui notre clavier et derrière un écran, on peut obtenir une réponse parfois plus rapidement. Mais la logique du système est exactement restée la même, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque vous remplissez ce formulaire, avant vous aviez un agent qui pouvait vous dire vous repassez demain, ou qui pouvait vous dire le papier vous l'apporterez plus tard. Non mais attendez, c'était très très bien quand on faisait quand on faisait la file d'attente, parce que d'abord on discutait avec des gens, vrais gens qui étaient à côté de nous et pas des robots, et puis ensuite on se disait ok, d'accord, j'attends une demi-heure, 3/4 d'heure, mais au moins j'aurai affaire à quelqu'un physiquement qui aura les réponses à mes questions. Vous n'avez plus d'espace de respiration. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut également, ou l'État voulait également un système où vous avez les élus qui interviennent de moins en moins, puisque ces derniers sont accusés de clientélisme ou de petits arrangements, etc. Parce que c'est aussi ça la raison d'être de la bureaucratie. On veut plus de l'humain, on veut un système rationnel et on veut un système qui soit parfait. Aujourd'hui, vous avez notamment, lorsque vous faites une demande de logement, vous prendriez une femme victime de violences conjugale avec plusieurs enfants, si elle ne rentre pas exactement dans les cases et dans la notation telle qu'elle est prévue, elle va avoir motif, rejet pour son dossier. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Je le disais tout à l'heure, on est arraisonné par la technique. Vous avez ce sentiment, vous aussi? Enfin, moi, honnêtement, j'ai vraiment ce sentiment. De plus en plus, vous regardez par l'administration fiscale, vous avez plus d'agents, vous essayez d'appeler, vous êtes renvoyé le 1, le 2 ou le 3, c'est très difficile, vous avez quasiment plus de rendez-vous physiques et vous apercevez que ce système fonctionne à travers la retenue à la source. Dans votre tête, vous vous dites, comment je vais faire pour faire comprendre aux robots que en appuyant sur 1, 2 ou 3 ou en ne répondant pas, je vais peut-être réussir à avoir quelqu'un au bout du fil, un vrai quelqu'un, c'est-à-dire un humain. Oui, qui va vous répondre, qui va prendre en considération votre situation, qui va vous écouter. Aujourd'hui, on a une bureaucratie, mais qui n'écoute plus. C'est dans laquelle on est plus entendu. Dans l'éducation nationale, quel est l'usage de l'intelligence artificielle? Parce que vous y faites référence dans votre livre Anatomie de la bureaucratie aux éditions du Cerf. Est-ce que dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle pourrait être bénéfique? Évidemment, mais ça pourrait être bénéfique pour personnaliser aussi l'enseignement, pour avoir le même enseignement de qualité partout. On pourrait avoir, par exemple, professeur d'Harvard, on pourrait avoir l'enseignement directement ici. Et c'est assez intéressant parce que là, on s'aperçoit que la bureaucratie, ô combien elle est importante dans l'éducation nationale, est réfractaire au déploiement justement de... Le ministère, il est réfractaire au déploiement de l'intelligence artificielle. Il est réfractaire et donc on se retrouve parfois avec des situations totalement absurdes où vous avez des étudiants qui vont faire leur dissertation avec ChatGPT. C'est tout le monde le sait, personne ne va rien dire, alors qu'il faut changer la manière d'enseigner. Il faut le prendre également comme une réalité. Et les enseignements doivent être de nature différente. Aujourd'hui, un enseignement dans un amphithéâtre n'a plus de sens si on ne prend pas en compte le fait qu'on puisse disposer, grâce là à l'intelligence artificielle, d'un contenu d'enseignement de qualité. Et donc, l'éducation nationale devrait évoluer vers un enseignement qui est de plus en plus personnalisé, puisque la matière, nous l'avons. Il faut apprendre à apprendre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'utilise pas les robots comme on devrait les utiliser, en fait, parce que si je vous comprends bien, parce que si je vous comprends bien, d'un côté, on est arraisonné par la technique et par les normes qui nous font passer un temps fou devant l'ordinateur pour essayer de s'en sortir, de remplir son dossier, et de l'autre côté, là où elle pourrait être extrêmement efficace, parce que je retiens ça, c'est quand même très intéressant, l'intelligence artificielle peut permettre aussi dans l'éducation une forme d'égalité des chances, parce que quelqu'un qui est au fond d'une campagne en France peut avoir accès au même professeur d'Harvard auquel aurait accès quelqu'un qui va payer, je sais pas, 50 ou 60 000 euros par an pour s'inscrire à l'université, en l'occurrence d'Harvard. Mais là, vous avez le problème du statut des fonctionnaires, qui est un statut donc qui n'évolue pas. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça explique de très nombreuses tensions, c'est que nous sommes dans l'entre-deux. Nous sommes dans une bureaucratie traditionnelle avec ses caractéristiques, et puis on est dans une bureaucratie qui peut être performante. Et le problème, c'est qu'on n'a pas clairement choisi entre l'un ou l'autre, et on a les défauts de l'un et de l'autre. Vous qui êtes aussi un homme politique, puisque en tous les cas, vous participez à la vie de la politique au sens noble du terme, Frédéric Masquelier, puisque vous êtes maire de Saint-Raphaël et donc forcément confronté à un certain nombre de problématiques. Est-ce que vous pensez que le prochain président de la République devrait nommer un ministre
de la bureaucratie, un ministre de l'intelligence artificielle, un ministre de la simplification, enfin je sais pas comment il faut l'appeler, mais consacrer une large place, et pas un sous-secrétaire d'État, mais que ce soit vraiment quelqu'un qui ait de la puissance et qui puisse peser sur ses décisions. Oui, il faut pas que ce soit un gadget aussi. Voilà. Vous avez des questions qui sont fondamentales, des questions de souveraineté aussi, dans la mesure où on transfère allègrement nos données. On voit que les grandes plateformes sont à l'étranger. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est un grand ministre de la décentralisation. C'est celui c'est le meilleur remède contre la bureaucratie. C'est que les décisions ne se prennent plus en haut, mais se prennent en bas, au plus près des gens qui sont directement concernés et impactés par les décisions qui sont prises. Par exemple, dans l'éducation, alors vous disiez, il y a l'accès à l'information et au savoir qui pourrait nous permettre de faire passer un pas. À l'inverse, comment pourrait-on simplifier avec l'intelligence artificielle à l'intérieur du système de l'éducation un certain nombre de choses? Eh bien, en apprenant à prompter, comme on dit, tout simplement à pouvoir poser les questions. Donc c'est le contenu de l'enseignement qui doit changer. Aujourd'hui, on est dans l'évitement actuellement. On est trop dans l'évitement. On est trop dans le. On a le pied sur le frein et on se dit non, on sait pas trop comment appréhender l'intelligence artificielle. C'est ça? La plupart des discours sont sont presque millénaristes sur le sujet. Il faut créer des sanctuaires, il faut pas l'utiliser. On raisonne qu'en termes de limites et d'encadrement aussi, et on voit bien que la réalité des pratiques est différente. C'est ce que nous utilisons tous les jours, donc il ne faut pas aller à l'encontre du progrès, mais il faut pouvoir le contrôler, il faut pouvoir le maîtriser, il faut surtout voir ce qui peut nous apporter, et c'est cette réflexion qu'il faut avoir, et c'est ce que j'essaye de voir en déterminant aussi la part de l'humain, les limites, là où il doit intervenir, et c'est une réflexion qui doit être dans le débat politique. Absolument. Et dans la prochaine présidentielle, ça devrait être un débat central. Merci beaucoup Frédéric Masculier d'avoir accepté notre invitation. Anatomie de la bureaucratie aux éditions du Cerf. On a bien compris qu'il y avait beaucoup à faire. Alors, le prochain grand rendez-vous, c'est Valérie Expert qui est déjà dans ce bureau. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui de Mettez-vous d'accord? Écoutez, on va s'intéresser à la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, vous savez, qui veut durcir la notation au bac. On aura Jean-Paul Briguelli avec nous qui avait écrit La fabrique du crétin. Alors les crétins ont bel et bien été fabriqués, pardon de dire cela. La question que se posent les enseignants, c'est on va aujourd'hui sanctionner des enfants ou des jeunes qui n'ont pas eu un parcours formateur, on va dire. Donc il faut reprendre les choses à la base. Donc 0826 300 300, plus de sévérité, plus d'exigence pour le bac. Et puis on va revenir évidemment sur ce drame à Nantes, cette fusillade, un adolescent tué. C'est un jour sans fin avec le narcotrafic. Là aussi, vos témoignages. Je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui nous écoutent, beaucoup de policiers à la retraite. 0826 300 300, on vous attend. À tout de suite. C'est dans Mettez-vous d'accord tout de suite. Valérie Expert et Gilles Gansman vous attendent 10h midi. C'est le prochain rendez-vous sur Sud Radio. J'ai été ravi de passer ces 3 heures d'infos avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Tout de suite, Valérie Expert.